La guerre au Proche-Orient est-elle en train de basculer? Le Hezbollah a confirmé en début d'après-midi la mort de son leader Hassan Nasrallah qui a rejoint, je cite, ces grands et immortels martyrs dont il a dirigé le parcours pendant près de 30 ans. Et maintenant, faut-il craindre une riposte de l'Iran? Regardez ce communiqué du vice-président iranien. Nous avertissons les dirigeants du régime d'occupation que l'effusion de sang injuste, en particulier celle du secrétaire général du Hezbollah, le martyr Hassan Nasrallah, entraînera leur destruction. Alors la question pour l'Iran se pose, elle se pose évidemment pour le Hezbollah qui vient d'être décapité. L'organisation en a-t-elle les moyens? Tsahal ne sous-estime pas la puissance de frappe de l'organisation chiite. Écoutez le colonel Rafovitz, porte-parole de Tsahal sur LCI. Le Hezbollah, c'est la plus grande armée terroriste du monde. La plus grande, c'est-à-dire au niveau où il y a à peu près 100 000 hommes, il y a à peu près 250 000 missiles, dont des missiles de croisière, des missiles balistiques et des drones, depuis des années entreposés. C'est une armée qui reçoit entre 1 milliard et 1,5 milliard de dollars par an de l'Iran, de la République islamique d'Iran, pour ses armements et son fonctionnement. Et donc, même si depuis une dizaine de jours, on frappe le Hezbollah et on a éliminé, comme hier soir, donc son chef, il y a encore des milliers d'hommes, il y a encore des structures à éliminer, à détruire. Allons plus loin avec vous, Cécile. Quel est l'arsenal militaire du Hezbollah? Alors, comme la plupart des groupes armés, le Hezbollah tente de garder secrète sa capacité militaire. Ce que l'on sait, c'est que depuis la guerre du Liban en 2006, son armement a augmenté en taille et en sophistication. Selon de nombreux experts, il posséderait le plus grand arsenal de tous les groupes armés au monde, à l'exception évidemment des gouvernements. Parmi ces armes, des mitrailleuses, des lance-roquettes, des fusées et des mortiers. Et d'après la CIA, le Hezbollah posséderait environ 150 000 roquettes et missiles de différents types. Selon le Centre d'études stratégiques et internationales, un organisme de recherche basé à Washington, il y aurait parmi ces missiles des missiles balistiques guidés et des missiles balistiques non guidés, des missiles à courte et moyenne portée, et l'un de ces missiles pourrait même parcourir jusqu'à 200 km. Ces armes, elles seraient stockées principalement dans des réseaux de tunnels et des bunkers construits par le Hezbollah. Cécile, qui approvisionne le Hezbollah? Alors, ce n'est pas un secret, l'Iran fournit les armes à la milice chiite et réapprovisionne en cas de conflit avec Israël. Mais il n'y aurait pas que l'Iran. Selon Nicolas Blandford, un analyste basé à Beyrouth que cite le New York Times, le Hezbollah s'est procuré des armes et d'autres technologies militaires, non seulement de l'Iran, mais aussi de la Syrie, de la Russie, ainsi que du marché noir. Enfin, le Hezbollah peut s'appuyer sur un nombre conséquent de soldats. Selon la CIA, il y aurait 50 000 combattants armés. Selon la milice chiite, il serait le double. Le groupe chiite est sans conteste l'une des plus grandes milices de la région. Merci beaucoup Cécile pour ces précieuses informations. Maya, ça veut dire que, en tout cas sur le papier, elle l'a déjà prouvé par le passé, le Hezbollah a les moyens de riposter. Oui, en effet, on a vu pendant les derniers mois, d'ailleurs depuis le 8 octobre, que le Hezbollah a riposté. Il n'a pas tergiversé. Au lendemain du pogrom du 7 octobre, il a pris la décision unilatéralement, sans se concerter avec le gouvernement libanais, certes démissionnaire, mais quand même, et il reste présent. Il a commencé à tirer des missiles en direction d'Israël. Et c'était des missiles, que ce soit des missiles primitifs, un peu comme les Katyusha qu'il utilisait dans sa guerre contre Israël en 2006 et avant les années 2000 aussi, quand le Sud était occupé, ou bien des missiles beaucoup plus évolués dont il s'est approvisionné les dernières années, que ce soit de l'Iran ou de la Russie. Je précise aussi, et c'était très bien cet exposé, que on a oublié que le Hezbollah a participé très activement à la guerre en Syrie. Il a participé pour soutenir l'armée de Bachar al-Assad et beaucoup de factions du Hezbollah ont été entraînées soit par Wagner, soit par l'armée russe plus précisément. Et donc ils ont acquis beaucoup plus de moyens tactiques, stratégiques. Ils ont gagné aussi en expérience
à cause de cette guerre syrienne. Et donc aujourd'hui, le Hezbollah qui menait cette guerre contre Israël n'a rien à voir avec le Hezbollah de 2006. Mais tout cet arsenal-là, on a vu, donc à la lumière des dernières semaines, surtout là, cette semaine qui s'est passée, il a été pas à 100% détruit, mais en voyant toutes les vidéos qui nous provenaient du Liban, on a vu que quand même les déflagrations étaient impressionnantes, qu'il y avait beaucoup de missiles qui atterrissaient dans d'autres villages, qui partaient d'un village puis qui atterrissaient à 5 ou 10 kilomètres plus loin. Il y a beaucoup de cet arsenal qui a été détruit dernièrement, surtout dans le sud et dans la banlieue sud, dans le bombardement de ce matin. Gallagher. Il manquait juste un élément, me semble-t-il, dans l'excellente présentation de Cécile, et il a été beaucoup utilisé ces derniers mois, ce sont les drones. À la fois des drones dont les moyens de télésurveillance ont permis au Hezbollah de filmer des installations parfois militaires israéliennes ou de l'infrastructure critique type des ports, je pense à Haïfa notamment, et qui jouaient un rôle très important dans la dimension psychologique et informationnelle du conflit entre le Hezbollah et Israël, notamment au travers de la diffusion de ces captations, et puis des drones kamikazes, des drones armés de munitions qui confèrent une allonge considérable au Hezbollah. Donc il fallait juste ajouter cela. Et évidemment, et puis il y a aussi un autre élément qui n'a pas nécessairement été évoqué, qui est très très important et qui renvoie une fois de plus au Hamas et à Gaza, c'est les tunnels du Hezbollah. À la fois le mystère qui entoure ce dispositif, sa taille. On parle de 800 kilomètres, et ne serait-ce que la dimension des tunnels. J'ai souvenir d'une vidéo récemment diffusée par le Hezbollah, où il montrait, et c'est très très rare qu'il montre cela, des camions équipés de lance-roquettes multiples, naviguant à travers ces tunnels, des hommes en moto, à grande vitesse roulant à l'intérieur de ces tunnels, ce qui laissait penser que c'est bitumé, ou en tous les cas bâti de telle sorte à ce que vous puissiez être motorisé à l'intérieur et donc vous déplacer très 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 rapidement. Donc maintenant, effectivement, comme le disait Maya, la question c'est est-ce que finalement tout ça, il y a beaucoup de poudre aux yeux et qu'ils ont déjà donné tout ce qu'ils pouvaient donner. Ça, c'est une première question. La deuxième, on parle beaucoup de la résolution 1701, dont je rappelle qu'en 2006, elle est votée à l'unanimité au Conseil de sécurité, ce qui est quand même assez rare. Elle est pareillement votée à l'unanimité côté libanais et côté israélien. Il y avait à l'époque, je crois, une seule abstention du côté israélien lors de ce vote, et qui prévoit juste le retrait à la fois des Israéliens, bien sûr, le retrait du Hezbollah et des factions armées au-delà du fleuve Litani, qui est à une vingtaine de kilomètres de la frontière israélo-libanaise. Ça prévoyait également le désarmement du Hezbollah, ça n'a manifestement pas eu lieu. Mais donc, il devait y avoir la préservation de cet espace qui fait quelques 850 kilomètres carrés entre la Méditerranée et la partie la plus orientale de la Bekaa. Avec évidemment la FINUL, donc la force à laquelle nous, la France, nous participons, et le déploiement de l'armée régulière libanaise. Mais aujourd'hui, quand le Hezbollah a des missiles qui tirent, et ça a été très bien dit par Cécile, à 200 km, ça n'est plus vraiment une solution, cela, parce que vous pouvez être bien plus loin que ces 20 km et toujours atteindre le territoire israélien et atteindre des portions très éloignées du territoire de l'État hébreu, dont je rappelle qu'il ne fait à peu près 32 000 km² et qui n'a pas de profondeur stratégique. Donc il y a aussi cette dimension-là à prendre en compte dans les choix qui sont en train d'être faits et ceux qui vont peut-être venir également. C'est vrai on a beaucoup parlé des tunnels du Hamas. C'est le Hamas qui s'est inspiré du Hezbollah sur la stratégie des tunnels, parce que elle n'est pas nouvelle. La guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam. C'était les communistes, les Vietnamiens qui avaient nécessaire. Voilà, qui avaient commencé en tant que mouvement de guérilla justement à construire des tunnels. Donc c'est devenu assez classique pour des mouvements soit de guérilla, soit terroristes, quand ils sont confrontés à une armée conventionnelle par définition beaucoup plus forte. C'est une des armes qu'ils utilisent. Les drones aussi, comme le rappelait Gallagher. D'ailleurs, les Israéliens ont éliminé hier ou avant-hier, je crois, le responsable du département drone du Hezbollah. Mais alors, c'est vrai que c'est assez spectaculaire quand on voit tous ces chiffres.
En même temps, il est évident que ça va dépendre aussi maintenant, dans les jours ou les semaines qui viennent, de la manière dont va réagir l'Iran. Oui. Parce que là, ils promettent la destruction d'Israël à la suite de l'assassinat de Nasrallah. Il n'est pas sûr que l'Iran ait envie de se lancer dans une guerre réelle avec, évidemment, une alliance avec le Hezbollah, parce que l'armée israélienne est beaucoup plus forte. Et puis, les Américains ont envoyé beaucoup de renforts dans la région. Hein. Donc, les Iraniens, ils ont aussi beaucoup à perdre dans une confrontation directe avec les Israéliens et les Américains. Ils doivent même craindre, parce qu'il y a toute une partie de l'opinion publique iranienne qui ne soutient plus le pouvoir en place, ils peuvent aussi craindre d'être renversés à la faveur d'un conflit ouvert. Donc, pour les Iraniens, ils sont quand même face à une équation difficile. S'ils ne réagissent pas, après ces éliminations successives de leur proxy, ils vont apparaître comme n'étant pas un allié fiable. Et en même temps, s'ils se lancent dans un vrai conflit, ils risquent d'y perdre beaucoup, d'autant qu'ils n'ont pas envie que ce soit aussi Donald Trump qui retourne à la Maison-Blanche, parce que c'est lui qui était sorti de l'accord du nucléaire qui liait les Occidentaux à l'Iran, et qui fait qu'aujourd'hui, l'Iran subit des sanctions économiques très fortes. Donc là, pour l'Iran, c'est quand même une difficulté énorme. Et c'est un peu un piège d'ailleurs que tendent ainsi les Israéliens, parce qu'ils mettent l'Iran face à une obligation de réagir, et en même temps, s'ils réagissent trop fortement, ça peut être la possibilité pour les Israéliens et leurs alliés d'entrer dans une conflagration qui ne serait pas forcément en faveur de l'Iran au bout du compte. Denis Siffer, qu'est-ce qu'il faut craindre le plus à court terme, la riposte du Hezbollah ou celle de l'Iran ? La riposte du Hezbollah, elle va exister, mais ça dépend avec quelle ampleur. Je pense qu'ils sont évidemment très affaiblis. En revanche, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ils peuvent toujours pourrir, disons, le nord d'Israël. Ça, je pense, longtemps encore, ils pourront le faire. Et ça risque de poser un problème, disons, d'image à Netanyahou. Ça peut être un peu une victoire à la Pyrrhus. Côté iranien, je ne crois pas non plus, je suis d'accord tout à fait avec ce que vient de dire Catherine, que l'Iran puisse rentrer dans une guerre massive et conventionnelle. Ils n'en ont pas les moyens. Et ils ont un agenda qui est différent. Ils ont un agenda différent du Hezbollah. Ils sont évidemment toujours sur la question du nucléaire. Il y a une sorte de tentative de normalisation fragile dans le concert international. C'est pas le moment pour l'Iran. En même temps, c'est vrai qu'ils ne peuvent pas ne rien faire. Donc c'est en effet un piège qui leur est tendu et qui est très très difficile. Alors on peut imaginer qu'ils vont peut-être déplacer un peu la zone de conflit. On pense au Yémen, aux Houthis, au détroit d'Ormuz. Ils peuvent en effet pourrir, disons, le commerce international, ce qui serait très, très important, disons, comme c'est une arme très forte. Plutôt ça que se lancer à l'assaut d'Israël, ce qui me semble complètement improbable. Gallagher. Tout le dispositif qu'ils appellent l'axe de la résistance, donc comme le rappelait Catherine, qui sont des moyens de guerre par procuration et asymétriques, donc utilisant des groupes et des milices, devait justement leur permettre de se concentrer sur le projet nucléaire et d'éviter ce qu'ils veulent absolument éviter, c'est la guerre interétatique, parce qu'ils ont en souvenir l'affrontement meurtrier avec l'Irak, 8 ans de guerre entre 80 et 88, juste après justement l'avènement du pouvoir de Khomeini lors de la révolution islamique de 79, ça fait 1 200 000 morts, 100 000 civils morts. Et donc l'Iran veut absolument éviter cela. Mais là, est-ce qu'ils peuvent continuer à éviter cela? On en a eu un avant-goût potentiel lorsqu'ils ont tiré la salve de missiles en direction de l'État hébreu. Eux ont eu un avant-goût de ce qui pourrait se dessiner face à eux lorsqu'ils ont fait cela. Vous savez, après l'élimination par Israël à Damas de responsables sécuritaires iraniens, notamment des généraux et des gardiens de la révolution islamique. Donc l'Iran veut absolument éviter cela. La question, c'est est-ce qu'ils peuvent continuer d'éviter cela? Parce que la question de leur capacité de dissuasion, elle est clairement posée par l'État hébreu. Il y a un dernier acteur, et je crois que c'est assez éloquent, dont on ne parle absolument pas depuis tout à l'heure, c'est les Américains. Je veux dire, le Hezbollah est humilié, la diplomatie américaine est humiliée. On en parlait avec François Hesbourg sur le déclin américain. Mais depuis 48 heures, mondial Lloyd Austin, oui. Joe Biden nous fait le coup de « je suis furieux »
contre Netanyahou. Lloyd Austin, devant Air Force One, dit on veut la solution diplomatique. Et pareillement, le secrétaire d'État Anthony Blinken dit on veut la solution diplomatique. Mais qui donne des ordres à qui ? Qui domine qui ? Israël ou les États-Unis? Donc on voit qu'il y a un vrai rapport de force dont Netanyahou est tout à fait coutumier. Et je trouve que du côté américain, il y a un côté pharmacon, c'est-à-dire à la fois solution et poison en même temps, puisqu'ils appellent à une solution diplomatique tout en continuant de débloquer ou de valider le déblocage de milliards de dollars d'armes qui sont utilisées par Israël.